Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors, nous vous proposons une nouvelle série de vidéos qui va se dérouler en 2 épisodes. Et nous allons étudier un thème assez ludique, on espère, et qui est relativement rare dans les échecs, mais suffisamment célèbre pour être mentionné. C'est le fait d'attaquer le roi de l'adversaire en utilisant notre propre roi. Alors c'est une méthode qu'on utilise évidemment quand il n'y a quasiment plus rien sur l'échiquier, roi dame contre roi ou ce genre de choses, mais il est plus rare et évidemment plus spectaculaire de le faire lorsqu'il y a encore beaucoup de pièces sur l'échiquier. Alors Romu, la première position que tu vas nous présenter, c'est peut-être l'exemple le plus célèbre de cette méthode. C'est une partie entre Short et Tiemann, jouée à Tilburg en 91. Oui, tout à fait. C'est certainement l'exemple le plus marquant et le plus célèbre, bon, surtout parce que ça a été joué entre deux des meilleurs joueurs du monde de l'époque. Dans les années 90, Short et Tiemann étaient dans le top 5 mondial. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur cette position? On voit clairement que le roi noir est extrêmement affaibli du fait que de l'absence d'un fou de cases noires pour défendre justement ces cases qui ont été affaiblies par le positionnement des pions sur les cases blanches. On voit les pions en H7, G6, F7 qui ont gravement affaibli les cases F6, G7 et H6. La dame s'est bien sûr incrustée sur une de ces cases en F6. Donc le roi noir est extrêmement affaibli. On voit également, et ça c'est quelque chose de très important, l'échiquier est coupé en deux, littéralement coupé en deux par le positionnement des deux tours sur la colonne D en D4 et D7 et la présence du pion en E5. Et on voit la tour en D4 notamment qui est très bien placée puisque 1, elle défend évidemment la tour D7, 2, elle peut coulisser sur la 4e rangée pour se joindre à l'attaque sur l'aile roi, mais aussi elle contrôle la case E4 qui empêche la dame noire de revenir éventuellement essayer de colmater un peu les brèches sur l'aile roi. Et donc c'est ce qui va causer certainement la perte des noirs dans cette partie, c'est que justement cette dame est complètement coincée, tout comme le fou B7 qui est un fou de case blanche, donc qui va bien avoir de mal à défendre les cases noires affaiblies sur l'aile roi. Et donc ici, évidemment, on va chercher à mater. Donc, comment renforcer l'attaque? On a envie, on rêve de placer quelque chose en H6 pour nous aider à faire mat sur G7. Le cavalier en F3 ne peut pas bouger. On aurait pu imaginer une manœuvre de cavalier, cavalier H2, cavalier G4 par exemple, qui est assez typique. Mais malheureusement, on ne peut pas bouger ce cavalier puisque le seul espoir des noirs de contre-jeu serait justement de faire mat en G2. Donc ici, Short a trouvé un moyen ingénieux en utilisant son pion H, tout d'abord en jouant le coup H4. Donc l'idée est assez facile à comprendre. Il veut pousser le pion jusqu'en H6 et ainsi mater sur G7. Donc la réponse des noirs est obligatoire, il faut jouer H5. Et là, on se dit, bon, ben, ok, on n'a rien obtenu, on a fait H4, il a vu notre menace, il a fait H5 et terminé. Sauf que maintenant, en avançant le pion sur H5, les noirs n'ont plus la possibilité de contrôler les cases noires. On voit que le dernier pion qui était susceptible de contrôler les cases noires, c'était le pion H7 qui pouvait s'avancer éventuellement à H6. Et en ayant placé maintenant tous les pions sur cases blanches, les cases noires sont complètement, irrémédiablement affaiblies. Et donc, on va devoir essayer d'en profiter. Et Short a trouvé, l'exemple le plus célèbre donc, sur ce thème, il a trouvé le moyen de renforcer l'attaque sur les cases noires en utilisant une pièce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser en attaque, le roi, en jouant roi H2. Donc l'idée, c'est de ramener le roi direction H6. Alors là, les gens qui ne connaissent pas cette partie se disent peut-être, bon, tout ça c'est bien gentil, mais c'est quand même très très lent, et les noirs vont pouvoir essayer de se débattre. Alors ils peuvent essayer, mais en fait on s'aperçoit que dès qu'on essaie de bouger, c'est un peu comme un château de cartes, tout s'écroule, puisque, je ne l'ai pas dit, mais c'est très important, le roi en G8,
ne peut pas bouger. Ouais, évidemment, on pourrait se dire, je joue roi H7 et j'empêche l'arrivée du roi sur H6, mais malheureusement, il y a le pion F7 qui demande protection, et bien évidemment, si les blancs capturent F7, tout s'écroule et la partie va être perdue très vite. Donc, dans la partie, Thiemann a joué tour C8. Bon, un coup, l'idée étant peut-être de libérer la tour F8 pour qu'elle puisse bouger, mais on va voir que ça va s'avérer insuffisant. L'autre coup qui pouvait être intéressant, en tout cas qui vient à l'esprit, c'est fou C8 pour essayer de déloger la tour D7 qui est assez pénible. Et là, le gain le plus rapide s'obtient par cavalier G5. Donc on renforce l'attaque sur F7. Et si la tour est capturée sur D7 par le fou, maintenant on fait une attaque à la baïonnette, on ouvre tout avec G4. L'idée, bien sûr, c'est pion prend H5, avec l'idée de ramener le pion sur H6, hein, toujours la même idée. Et sur pion prend G4, c'est le pion H4 qui se retrouve libéré. Donc on l'avance, H5 menace H6. Et sur pion prend H5, maintenant, dame H6, donc on voit l'intérêt aussi d'avoir mis le cavalier sur G5, c'est que maintenant la case H7 est aussi dans le viseur de la dame noire, de la dame blanche, pardon, et sur H5, dame C5, avec l'idée d'attaquer la tour notamment, on peut jouer tout simplement tour prend D7, avec une position complètement gagnante. On menace H6, il y a le pion F7 aussi qui est attaqué, c'est juste indéfendable. Et la dame noire est impuissante, en fait, elle n'est pas capable d'obtenir du contre-jeu suffisant avant que les blancs fassent mat, tout simplement. E5 est bien surveillé, tout comme F2. Ça confirme ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dès le début de cet exemple, l'échiquier est coupé en deux, et c'est vrai que les pièces noires n'ont pas du tout cette latitude de venir transférer leurs pièces de l'aile dame à l'aile roi, et c'est ce qui laisse autant de liberté et autant de possibilités pour les blancs. Dans la plupart des exemples qu'on va voir dans cette vidéo, et probablement dans la prochaine, c'est vrai que c'est un point commun des positions dans lesquelles on peut se permettre de monter le roi comme ça, parce qu'évidemment, on comprend bien pourquoi c'est relativement rare, on ne peut pas se permettre ça tous les jours. Ok, donc alors qu'est-ce qui s'est passé dans la partie? Après H5, roi H2, donc comme tu nous l'as dit, il a préféré jouer tour C8. Bon, là on continue évidemment notre épopée, donc roi G3. Bon, là il a joué tour CE8, alors je ne sais pas si il avait déjà compris la fin du film, ou bon, probablement en fait, je pense, parce que tour CE8, évidemment, ça équivaut à abandonner, mais de toute façon, il n'y a pas de bons conseils à donner aux noirs. Ici, ils sont complètement impuissants. S'ils passaient leur tour, ça aurait le même effet, en fait. Enfin, je pense. Il n'y a vraiment pas d'idée de défense. Et donc, tour CE8, et donc après roi F4, fou C8, roi G5. Maintenant, on peut se permettre d'ignorer l'attaque sur la tour D7, puisque le roi arrive sur H6, et c'est mat au coup d'après. Évidemment. On peut même ajouter petite cerise sur le gâteau que sur roi H7 on pourrait jouer tour prend F7 comme tu nous l'as dit au début, mais on aurait même dame prend G6 qui serait une possibilité en exploitant le clouage. Donc on voit que les blancs dominent tellement la position que à peu près tout leur est permis. Donc ça, Romu, c'est vraiment l'exemple le plus connu de ce thème-là. Et le prochain est peut-être un petit peu moins connu, mais on a tenu à vous le montrer quand même. C'est un exemple qui devrait être tiré d'une partie entre Deschapelles et la Bourdonnais, qui aurait été jouée en 1836 à Paris. Pourquoi je dis qu'il devrait avoir été joué? Parce que, à ma connaissance, on n'est pas certain que ce soit une composition ou une partie réellement jouée. Mais bon, toujours est-il que cette position va servir notre thème dans la mesure où, grâce à cet exercice, on va dire ça comme ça, on va se rendre compte qu'il n'existe pas qu'une façon d'utiliser le roi en attaque. Évidemment, tout le monde, enfin en tout cas les gens qui ont déjà croisé ce thème, connaissent le premier exemple que tu viens de nous montrer, Romu, et ça pourrait influencer, ou en tout cas borner de façon un petit peu trop limitante ce qu'on imagine par utiliser le roi pour faire mat. Donc c'est pas seulement un roi en H6 et une dame en F6 pour faire un baiser de la mort, on peut aussi utiliser le roi avec d'autres pièces. Et donc dans cet exemple, Deschapelles le montre parfaitement,
Il joue cavalier prend H6. Alors on comprend bien, hein, j'aurais pu commencer par là, on comprend bien que les pions noirs vont vers le bas et sont extrêmement menaçants. Hein. Il y a une dame qui menace d'apparaître sur E1, mais les blancs sont à l'attaque et comme ils ont le trait, ceci va primer sur les menaces de l'adversaire. Donc cavalier prend H6. Si le roi vient sur H8, on va pouvoir faire mat en quelques coups par cavalier F7 échec, roi G8, dame prend G7 pour enlever le dernier défenseur qui était le pion G7, et après roi prend G7, fou F6 échec, roi G8 seul coup, et cavalier H6 fait mat. Et on comprend bien que le roi a été utilisé pour protéger d'abord le cavalier et ensuite la case F8. Et donc après cavalier prend H6, échec, pion prend H6 est évidemment le seul coup, mais maintenant on peut jouer dame H8 échec, on dévie le roi pour le bloquer dans le coin, et après roi prend H8, roi F7, et on se rend compte qu'il ne reste plus que 2 pièces pour les blancs, le fou sur H4 et le roi sur F7, mais les autres pièces sont totalement impuissantes, les 2 tours sont gênées par leur propre matériel, le fait de faire une promotion ne servira à rien, et le fait de faire un échec n'ajoute qu'un seul coup à la partie, et donc on va faire mat par fou F6 et profiter de ce roi dans le coin. Alors que cette position ait été inventée ou réellement jouée sur l'échiquier, elle nous sert dans notre présentation tout simplement pour montrer que voilà, utiliser ce roi en attaque, ce n'est pas seulement que short T-man, il y a aussi d'autres façons d'attaquer. Alors Romu, qu'est-ce que tu vas nous présenter ensuite? Que des belles choses. Donc, c'est une partie forcément moins connue que les 2 exemples précédents. Partie jouée entre 2 joueurs pas vraiment célèbres, dénommé Petzik avec les blancs contre Ehrenfurt, désolé pour la prononciation, avec les noirs. Donc là, qu'est-ce que l'on voit? On voit que, contrairement à l'exemple de Short T-man, les noirs, bien qu'ayant posté leur pion sur case blanche autour du roi, ils ont réussi à conserver un fou de case noire qui défend au moins temporairement ces cases affaiblies. Mais les blancs ont placé le fou en F6 de façon justement à échanger ce défenseur et ainsi profiter de l'affaiblissement des cases noires par la suite. Et on voit que le roi blanc est monté courageusement jusqu'en G4, alors peut-être malgré lui, parce que peut-être que la partie, en tout cas les coups précédents ont été très tendus, et peut-être que le roi n'a pas eu le choix et est monté aussi haut, mais en tout cas, maintenant, le roi est en G4, et peut-être qu'il peut se joindre à l'attaque et essayer justement d'aider la dame blanche qui est aux premières loges pour essayer d'attaquer le roi noir, et donc avec le roi, peut-être essayer de combiner cette attaque. Donc ici, les blancs ont joué roi G5, donc un très bon coup, qui renforce le contrôle des cases noires et qui, bien sûr, menace, donc qui prend le contrôle de la case H6 notamment. On menace fou prend G7, suivi de dame H6 échec et cavalier F6 mat. Donc il y a une menace, donc il y a le feu à la maison noire, et donc ici les noirs ont joué tour F3 de façon à défendre la case F6 notamment, et aussi menacer tour F5 essentiellement. Fou prend G7, donc la suite logique. Donc là, dans la partie, il a joué tour F5. Il y a certainement d'autres alternatives. Déjà, si roi prend G7, il est bon de signaler qu'il y a dame H6 échec, roi G8, cavalier F6, tour prend F6, seul coup, mais après roi prend F6, mission accomplie. Les cases noires sont parfaitement sous contrôle et le roi et la dame collaborent idéalement, et le fou de case blanche et la tour A8 sont évidemment impuissants face au mat qui arrive en G7. Donc après roi prend G7, l'autre alternative ça serait F6 pour essayer de colmater un peu les trous sur case noire, mais après cavalier prend F6 échec, roi prend G7, dame H7 échec, roi F8, dame prend D7, et la position est bien sûr sans espoir. Les blancs ont un avantage matériel conséquent, sans compter que le roi noir est dans une situation des plus précaires. Donc dans la partie, il a joué tour F5 échec. Alors,
on a l'impression que les blancs ne peuvent pas vraiment progresser, puisque on se dit sur roi H6, tour H5 échec, gagne la dame. Mais justement, ce qui fait la beauté de la combinaison, c'est que roi H6 est quand même le bon coup, sans craindre tour H5, parce que sur tour H5 échec, les blancs ont à leur disposition dame prend H5, pion prend H5, et là on voit l'intérêt du roi en H6, c'est qu'il défend le fou G7 et donc qui permet cavalier F6 mat. Donc une magnifique collaboration entre les 3 pièces restantes des blancs, le roi, le fou et le cavalier, pour s'en prendre à ce pauvre roi noir bien esselé. Ouais, ça rappelle vraiment l'exemple précédent où on avait donné la dame et utilisé le roi avec une pièce légère. Ouais. Ou voire 2 selon les variantes. D'accord, et donc du coup dans la partie, le joueur avec les noirs, dont je n'essaierai pas de prononcer le nom, a joué F6, c'est ça? C'est pas courageux. Hein. Oui, il a joué F6 pour essayer de se donner un peu d'air au roi. Et évidemment, cavalier prend F6, c'est le coup. Roi F7, cavalier prend D7. Donc là, on voit que déjà matériellement, tout va bien pour les blancs, sauf qu'il y a tour H5, échec, qui gagne la dame. Mais malgré ce gain de dame, les noirs ne vont pas s'en sortir, puisqu'après cavalier prend E5, roi E7, A3 petits coups de consolidation, et on voit que les blancs ont 2 pièces et 2 pions pour la tour, ce qui est un avantage évidemment écrasant, et il n'a pas eu vraiment trop de mal à convertir cet avantage matériel. Oui, exactement. Alors passons à l'exemple suivant, qui est donc une partie jouée en 1902 par Richard Teichmann, a priori en simultané face à plusieurs joueurs qui étaient en consultation. Dans cette position, on constate que les blancs ont déjà un bon avantage. Hein. Ils ont installé leurs pièces dans le camp de l'adversaire, la dame sur E7, le cavalier sur D6, la tour E2 qui fait un travail offensif mais aussi défensif. Ça rappelle d'ailleurs un petit peu notre premier exemple avec une défense nécessaire sur les cases blanches face à la batterie des noirs, le fou C6 et la dame D5, mais de manière générale, les blancs sont mieux ici. Alors, objectivement, le meilleur coup dans cette position était d'entrer dans une petite finale tranquille avec dame E6, sachant qu'évidemment, si les noirs prennent sur E6, on va reprendre du pion et voilà, l'alliance du pion passé, du cavalier sur la 6e et de la tour derrière le pion va gagner assez facilement. Et si les noirs refusent l'échange, ou en tout cas refusent de prendre par eux-mêmes, après roi H7, on peut obtenir une position tout à fait dominante avec notamment le coup tour D2. Comme le fou D5 a pour mission de protéger le pion C4, il va devoir battre en retraite sur une case extrêmement passive et on va monter le roi avec vraiment un avantage écrasant. Hein. Chacune des pièces blanches est plus active que son homologue noir, donc ça va gagner facilement. Alors, est-ce qu'il avait le sens du spectacle? Est-ce qu'il a voulu s'amuser un petit peu? Toujours est-il que Teichmann n'a pas choisi la voie de la facilité et a imaginé ici le coup roi H2, alors qui pourrait sembler être un coup de prophylaxie pour éviter un dame D1 échec ou quelque chose comme ça, mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte qu'il est en train, petit à petit, il va chercher à amener son roi jusque sur G6. On retrouve évidemment le fait que l'adversaire ait mis tous ses pions sur la même couleur. Alors jusqu'à présent, on avait surtout vu des pions sur case blanche qui avaient affaibli les cases noires. Ici, c'est sur l'autre couleur, mais évidemment le principe est le même. Les pions sont sur les cases noires et ce sont les cases blanches qui deviennent accessibles. Alors cet exemple va être peut-être un peu moins linéaire que les précédents, et on va se rendre compte que tout n'est jamais si facile, évidemment. Si on décline, remuez-moi toute responsabilité, si dimanche prochain, dans votre partie de nationale, vous montez le roi et vous vous faites mater, voilà, on n'y sera pour rien. Donc on va vous montrer pourquoi c'est pas si simple. Alors dans cette partie, les noirs pour l'instant essaient de trouver un petit peu de contre-jeu sur les dames avec B5, roi G3 on continue le plan, et maintenant A5. Donc les noirs décident d'aller au bout de leur idée. Alors, il était probablement plus judicieux d'essayer de réagir tout de suite. La bonne suite était de jouer dame D3 échec pour améliorer un petit peu le positionnement de cette dame, mais aussi libérer l'action du fou C6. Et après roi H4, anticiper l'arrivée très dangereuse de ce roi avec le coup roi H7. Et ce dont on se rend compte, c'est que dame D3 échec nous a été utile pour
attaquer la tour E2, ce qui fait que si on se fait prendre la tour sur F8, on pourra se venger sur la tour E2, et il n'est pas clair du tout que ce soit le roi noir qui soit le plus mal. Le roi blanc, lui aussi, va être pris à partie. Donc ça, c'était probablement une défense un petit peu plus forte, on va dire, que ce qui a été choisi dans la partie. Dans la partie donc A5, les noirs font un petit peu comme si de rien n'était. Peut-être ne se sont-ils pas encore rendus compte de ce qui se passait vraiment. Et c'est seulement sur roi H4 que les noirs ont pris conscience du plan de leur adversaire. Alors ici, Romu, ça va être notre première rencontre avec une défense réellement utile face à ce genre de plan. Il ne faut surtout pas choisir la passivité et il faut se montrer très actif. Oui, tu l'as dit tout à l'heure. En fait, monter le roi, bon, c'est joli, c'est tentant, c'est excitant. Si on voit une idée d'utiliser notre roi pour aller monter, pour le monter et l'utiliser pour mater, évidemment que c'est difficile d'y résister, mais ça comporte quand même pas mal de risques. Et là, il y a encore les dames sur l'échiquier. Monter le roi, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire avec précaution. Et donc, le conseil qu'on peut d'ores et déjà vous donner, on en reviendra un peu plus tard en conclusion de la vidéo, mais c'est de ne pas se défendre passivement et justement de chercher à exploiter la position un peu exposée du roi adverse. Donc là, le roi monte, on comprend bien qu'il se dirigeait vers la case G6. Ici, il faut trouver du contre-jeu. Il faut essayer d'exploiter donc la position un peu aventureuse du roi en H4. Et la bonne défense était, en tout cas la défense la plus résistante était H5. Donc c'est un coup un peu difficile à trouver, même très difficile à trouver, qui est basé sur un piège assez diabolique. C'est si les blancs capturent le pion sur H5, qui a l'air naturel, puisqu'on se dit, de toute façon, je voulais aller sur G6, donc au passage, je ramasse un pion. Les noirs ont le coup terrible tour E8, donc qui attaque la dame, et sur cavalier prend E8. Maintenant, je fais dame prend F5 échec, donc c'est ça la pointe. On a dévié le cavalier pour pouvoir prendre sur F5. Ouais. Et c'est l'arroseur arrosé, puisqu'après roi H4, dame G5, mate le roi blanc. Ouais, effectivement. Donc H5, ouais, c'était vraiment un coup pas facile du tout à trouver, parce qu'on se dit, mon adversaire menace roi H5, roi G6, ou en tout cas ça va faire partie de ses menaces. Ce qu'on comprend, c'est que le coup H5 en soi ne menace rien immédiatement, mais même si on n'avait pas joué H5, peut-être que les blancs ne se seraient pas précipités pour jouer roi H5 eux-mêmes, et auraient préparé avec G4 par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc H5, ce n'est pas qu'une façon un petit peu naïve de tendre un piège, ça participe aussi à lutter contre la mise en place du jeu des blancs avec G4 et une sorte de rouleau compresseur qui se met en place comme ça. Bon, pas facile à imaginer parce que, comme toujours, quand on est en défense, on a plus tendance à vouloir aller vers la passivité et à se défendre de façon un petit peu trop gentille, on va dire, mais il faut vraiment chercher à lutter. Alors, pour être complet, on peut dire que sur H5, les blancs peuvent revenir au style de finale dont j'ai parlé au tout début, avec dame E6 échec, et par exemple, après roi H7, on peut échanger les dames et ramasser le pion sur B5, on va facilement gagner la finale. Donc après roi H4, les consultants qui affrontaient Teichmann ont choisi de jouer G6. Alors ça tend un piège peut-être encore même beaucoup plus trivial que le précédent. Si on prend sur G6, on se fait mater en G5. Bon, on va éviter ce genre de plaisanterie. Et on comprend bien que les noirs essaient, grâce à cette petite muraille de pions, d'empêcher l'arrivée du roi blanc. Évidemment, toucher au pion du roc, toucher au pion G7, ça ouvre complètement la 7e rangée, ça rend un petit peu plus faible le pion F6, donc ça n'a pas que des avantages, et d'ailleurs les blancs vont en profiter assez rapidement, avec un joli coup, tour E3. Maintenant que la tour n'a plus à défendre le pion G2, en tout cas prendre le pion G2 pour les noirs ne fait plus mat, on peut se permettre de le donner. La tour est en train de se diriger vers G3, bien sûr pour attaquer G6, mais aussi probablement pour contraindre plus ou moins les noirs à avancer ce pion, ce qui libérera le passage pour notre roi, on va le voir dans certaines variantes. Alors ici on peut préciser que dans la partie, les noirs ont choisi dame prend G2,
mais qu'il était plus résistant de jouer Dame C5. Alors on ne veut pas que la vidéo dure trop longtemps. Romu et moi avons analysé un petit peu ce coup. On vous conseille de regarder ce qui se passe après ce Dame C5. On pense que les blancs sont gagnants quand même, mais c'était probablement plus résistant. Voilà, on vous laisse faire vos devoirs, on va dire. Toujours est-il que les noirs ont choisi Dame prend G2, qui ne va pas être aussi résistant que Dame C5, dans la mesure où les blancs vont simplement, entre guillemets, simplement dérouler leur plan. Tour G3 attaque la Dame. On sacrifie la tour en même temps qu'on joue Tour G3, car les noirs pourraient choisir G5 échec. Mais après Roi H5, Dame prend G3 et le très joli Roi G6, le roi s'est faufilé. Il est à la fois protégé par les pions de l'adversaire, qui en même temps qu'il le protège, lui ont ouvert un passage pour qu'il puisse venir aider sa dame à faire mat sur G7 ou sur H7. Et le dernier échec n'est qu'un échec de consolation, puisqu'après cavalier prend, le mat est imparable. Sur tour G3, les noirs ont choisi Dame F2 pour clouer la tour et empêcher le coup tour prend G6, échec. Mais maintenant, on peut se permettre de prendre avec le pion, il n'y a plus d'histoire de mat en G5, et après quelques petits échecs de consolation, les noirs ont dû se rendre à l'évidence, la partie est terminée, on ne peut plus éviter Dame H7 mat. Petite précision pour ceux qui vont aller chercher la partie dans les databases, dans la mienne en tout cas, il était donné comme fin de la partie Roi prend H6 avec abandon des noirs. Il est probable que ce soit une coquille, car après Roi prend H6, ce ne sont pas les blancs qui gagnent, mais les noirs, car il y a Dame D2 échec, Roi H5 et Dame G5 mat. Alors pourquoi on pense que c'est une coquille? Parce qu'au lieu de se faire mater en quelques coups, les blancs peuvent eux-mêmes faire mat en un coup. Donc il est probable que la fin de la partie soit plutôt Dame H7 que Roi prend H6. Donc un exemple Romu un petit peu plus complexe et qui montre surtout que l'adversaire peut résister. C'est pas une attaque qu'on doit faire les yeux fermés. Non, mais on l'a dit, hein, le monter le roi, évidemment, ça comporte des risques. Donc, même si on peut être attiré par une idée qui, en apparence, est jolie, il faut quand même ne jamais perdre de vue que le roi est la pièce la plus importante dans notre armée et qu'il faut en prendre soin. Et avant de vouloir mater le roi de l'adversaire, il faut sécuriser le nôtre et donc faire bien attention et anticiper les contre-attaques. Comme on a vu tout à l'heure avec les jolis coups H5 qui tendaient un très joli piège. Alors, l'exemple suivant, c'est une partie tirée entre les dénommés Tibensky et Franzen, partie jouée en 1985. Donc là encore, qu'est-ce que l'on peut dire? On voit que l'échiquier est encore une fois un peu coupé en deux. Alors, pas complètement cette fois, c'est un peu différent de la partie, notamment la fameuse Shorty Man. On prend toujours celle-là comme référence. On voit quand même que les blancs dominent clairement la colonne D, puisqu'ils ont triplé sur cette colonne avec la tour en D7, D1 et la dame en D3. Mais la différence, c'est que la dame noire en C5 peut éventuellement se joindre à l'aile roi si besoin, puisqu'elle a notamment la case G5 à sa disposition, elle défend le pion H5. Donc pour l'instant, l'échiquier n'est pas complètement coupé. Elle a éventuellement la case F2 aussi si le roi bouge. Donc on a envie de faire des choses peut-être sur l'aile roi, mais pour le moment, la dame n'est pas complètement hors jeu. Néanmoins, Tibensky a choisi de jouer roi H3. Alors, c'est un coup multifonction, parce qu'au premier abord, on pourrait penser que c'est un coup prophylactique pour éviter... pour sécuriser un peu le roi et éviter éventuellement un échec sur F2. Donc on pourrait se dire le roi se cache sur H3 et ensuite les blancs veulent peut-être profiter de leur domination de la colonne D ou je ne sais quoi. Mais en fait, il y a une idée encore plus sournoise derrière tout ça. Donc les noirs ont joué tour B7. Donc ils ils défendent le pion C7 pour éventuellement libérer la dame. Et là, donc, l'idée des blancs commence à apparaître après le coup E5, qui est destiné justement à couper encore un peu plus l'échiquier en deux, et notamment d'interdire à la dame noire de rallier l'aile roi. Donc là, Franzen avec les noirs joue tour B4, pour essayer justement de déstabiliser un peu tout ça et d'attaquer le cavalier C4. Pas de panique à bord, évidemment. On joue B3, on stabilise.
On défend bien le cavalier, et donc on interdit tout contre-jeu. Ici, il fait machine arrière et il joue tour B, B8. F4. Donc vous voyez, il y a des coups préparatoires assez importants du côté des blancs, avec les coups E5 et F4. Donc tout est bien défendu, tout est solide. Le cavalier C4 est parfaitement défendu par le pion B3. Le pion E5 joue donc le rôle de barrière par rapport vis-à-vis de la dame noire et lui-même solidement défendu par le pion F4. Et on va préparer donc l'offensive sur l'aile roi. Donc les noirs ont joué tour B4. Donc on sent que les noirs sont un peu impuissants et ne trouvent pas d'idée de contre-jeu vraiment très intéressante. Et là, les blancs, ils vont comme il faut, avec roi H4. Donc ils n'hésitent pas à monter leur roi. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'en attaquant le pion, ils essaient de provoquer le coup G6 pour que les faiblesses apparaissent. Alors que dans les exemples précédents, les faiblesses étaient déjà existantes. Oui, c'est ça. Il y a un peu un côté provocateur, parce que roi H4 n'était pas le seul coup, évidemment, c'est pas la seule façon d'attaquer. On pouvait imaginer un coup comme dame F3 qui attaque aussi le pion H5 et qui va provoquer également G6, et peut-être qu'après il y aura des attaques avec les pions. Peut-être on peut penser à un coup comme F5 qui peut faire voler en éclats la position de noir. Mais bon, il a choisi une manière un peu plus provocative en jouant provocante, pardon, je dis provocative. C'est un petit peu mieux, ouais. Oui, pardon. de jouer avec roi H4. Et les noirs ont cédé à la tentation et ont joué le coup G6. L'alternative était certainement on l'a dit tout à l'heure, on est toujours face à un dilemme. C'est est-ce qu'on s'affaiblit et on laisse le passage au roi adverse, ou est-ce qu'on cherche du contre-jeu? Et l'alternative était certainement dame C6 pour activer la dame le long de la diagonale, et avec une idée de contre-jeu basée par exemple sur roi prend H5, sur dame G2 qui menace dame H3, et sur H4 quand même dame H3, avec l'idée d'avoir dame F5 notamment, et sur G4 qui interdit l'accès à la case F5, mais qui bien sûr attaque la dame H3, mais qui affaiblit le pion F4. Donc on peut essayer dame H2 pour justement attaquer ce pion qui a été affaibli. Et on voit que maintenant le roi blanc est un peu coincé. Et c'est pas si simple de s'en sortir ici. Ouais. Il y a fou F2 qui peut arriver. Exactement, fou F2 pour prendre H4, il y a dame prend F4 pour menacer maintenant H6. Et surtout, ce qu'on se dit, c'est que les blancs avaient imaginé ce plan pour aller attaquer le roi adverse, mais les noirs ont gardé leur calme, n'ont pas touché au pion, et donc il n'y a pas de passage qui s'est ouvert pour le roi, et ils se retrouvent vraiment dans une impasse. Oui, complètement. Et là, il faut faire vraiment très attention. Et d'ailleurs, certainement, les noirs sont mieux, parce qu'ici, on peut penser à tour F1 peut-être pour défendre F4 et contrôler F2. Ouais. Mais il y a quand même fou F2, on est obligé de donner la qualité, et les noirs sont mieux ici. Oui, tout à fait. Donc, on ne voit pas trop comment attaquer avec les blancs, et matériellement, on est en retard. Ce qui signifie que sur cette bonne défense dame C6, il fallait peut-être se montrer un petit peu plus prudent avec les blancs. Ouais, exactement. Donc il faut pas s'enflammer et jouer le coup dame 2. Donc qui attaque le pion H5 avec la dame, et qui surveille surtout la case G2. Ouais. Et donc là, les noirs sont plus ou moins forcés de jouer G6. Et là, la meilleure suite pour les blancs est de jouer roi H3. Donc ça peut paraître un peu contradictoire, parce qu'on se dit, j'ai monté le roi pour essayer d'attaquer, et maintenant je dois reculer. Mais l'idée, c'est qu'on a provoqué quand même des affaiblissements assez graves dans le camp des noirs, et notamment autour du roi noir, avec les cases noires affaiblies. Et le roi en H3 est parfaitement en sécurité. On surveille bien la case G2, donc la dame blanche peut aller ensuite essayer d'utiliser l'affaiblissement des cases noires autour du roi adverse. Et les blancs ont bien stabilisé, les noirs manquent cruellement de contre-jeu. Juste peut-être pour être complètement exhaustif, sur roi G5, qui pourrait être tentant,
on se dit pourquoi ne pas monter le roi et essayer justement d'utiliser les trous qui ont été causés par l'avancée du pion en G6. Là, les noirs auraient à leur disposition le coup fou C5, très bon coup. L'idée étant de bouger la tour, notamment sur E8, pour avoir accès à la case E7 et F8 si le roi venait sur H6, et ainsi colmater les cases noires. Et en fait, on se rend compte que c'est le roi blanc qui maintenant peut se retrouver en danger, puisque il est un peu coincé en G5, les cases blanches étant parfaitement contrôlées par les pions noirs, et les cases noires vont être contrôlées par le fou. Donc on peut se faire du souci pour le roi blanc ici, donc attention, encore une fois, quand on monte le roi, ça comporte des risques, donc il faut toujours essayer d'anticiper les ressources adverses. Ouais, jusqu'à présent, on avait vu beaucoup de positions dans lesquelles les noirs étaient affaiblis sur les cases noires en ayant mis leur pion sur case blanche, et ils avaient un fou de case blanche, donc il y avait une certaine redondance entre les pions et le fou, et les cases noires étaient absolument indéfendables par l'adversaire. Ici, attention, les noirs sont pas tout à fait incapables de lutter pour les cases noires. Ils ont toujours ce fou qui n'est pas... Il est un petit peu isolé sur l'aile dame, mais il peut revenir selon les cas de figure. Ouais. Donc les noirs se sont pas méfiés, en tout cas ils n'ont pas trouvé ce coup dame C6, et ils ont joué G6. Donc on peut dire quand même qu'ils choisissent une défense plutôt passive, hein, à l'inverse de ce que tu nous as conseillé jusqu'à présent. Ouais, c'est ce qu'on a dit dans les exemples précédents. Il faut essayer de favoriser la défense plutôt active et basée sur le contre-jeu contre le roi qui monte dangereusement. Et là, en jouant G6, on a l'impression que ça fait plutôt le jeu des blancs. Et donc, évidemment, là, les blancs se sont engouffrés dans la brèche et donc ont joué roi G5. On note que ici, le fou en A7 ne peut pas revenir via la case C5 puisque la case C5 est occupée par la dame. Dans la partie, il a joué tour B, B8. Une nouvelle fois. Une nouvelle fois. Et donc, les blancs ne se sont pas fait prier pour jouer roi H6. On y va. Mission accomplie. On est arrivé à destination. Et là, que faire avec les noirs? Parce que le roi est très dangereux sur H6 et on commence à avoir des idées de sacrifice, peut-être sur F7, peut-être sur G6, peut-être l'ouverture de la colonnage par des coups comme G4, peut-être qui peuvent arriver. Enfin, on sait pas. Il y a beaucoup plus d'idées pour les blancs maintenant, une fois que le roi est sur H6, et les noirs n'ont vraiment pas de contre-jeu. On voit qu'ils ont joué tour B4, tour B8 2 fois quand même. Donc pendant ce temps, les blancs ont sensiblement amélioré leur position. Donc ici, dans la partie, il a joué tour FC8. Donc coup que l'on peut comprendre, puisque ça libère la case F8 pour la dame C5 notamment. Donc pour essayer justement de repousser ce roi. Il y avait, alors peut-être, je ne sais pas si on peut l'évoquer peut-être brièvement ou... Ouais, ou on regarde d'abord la partie, on reviendra après peut-être. Regarder la partie. Parce que la partie est finalement plus simple que les variantes annexes. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, bon, là, sur tour FC8, donc l'idée, on la comprend, donc c'est libérer la case F8, comme on vient de le dire. L'inconvénient, c'est que ça néglige la défense du pion F7. Et donc, évidemment, ce qui devait arriver arriva. Tour prend F7. Donc, qui, sacrifie la tour, mais surtout qui empêche dame F8. Et sur roi prend F7, qui est plus ou moins forcé, évidemment. Maintenant, dame prend G6 échec. Roi E7. Dame F6 échec. Même si dame G7 gagnait aussi, mais ok, ça c'est suffisant aussi. Et là, l'élégant cavalier D6. Échec. Puis on prend forcé. Et on rajoute un attaquant. Enfin, après dame prend E6, roi F8. Puis on prend D6. Donc là, on menace mat en 2 coups avec dame E7 échec suivi de dame G7. Donc dans la partie, il a joué tour B7 pour essayer d'empêcher cela. Et on fait D7, on intercepte. Tour prend D7. Oui, tour prend D7 car on menace cette fois-ci de mater toujours sur la même case. En tout cas, on a intercepté la 7e. On voit vraiment que l'échiquier est coupé en deux. Sur cette colonne D, on voit que les pièces qui sont à gauche de la colonne D sont complètement hors jeu. Et donc après tour prend D7, il a joué dame B6, tour F7 échec, roi G8 et tour G7. Et il a abandonné puisque après roi H8 c'est mat. Et après roi F8 c'est mat aussi.
Très bien. Donc dans la partie, ça s'est fini finalement de manière très limpide pour les blancs et on a l'impression vraiment d'un plan qui s'est passé comme sur des roulettes. Mais peut-être que les noirs auraient pu se montrer un petit peu plus résistants, on va dire, notamment avec le coup de Dame C6. Hein. Oui, donc Dame C6 qui a plusieurs fonctions, mais l'idée c'est la dame peut s'activer via la diagonale. Elle libère l'action de son fou aussi, ça peut être important, notamment la case C5 comme on l'a évoqué déjà précédemment. Et ici, la bonne suite pour les blancs, c'est de jouer le coup cavalier D2. Alors, c'est un coup qui peut paraître surprenant parce qu'on a envie d'attaquer, et donc quand on a envie d'attaquer, souvent on est plutôt amené à jouer des coups vers l'avant. Mais en fait, cavalier D2, c'est un coup qui recule, mais pour mieux avancer, l'idée étant de faire rebondir le cavalier sur la case E4 ou sur la case F3, selon les cas, pour aller vers les cases F6 et G5 et se joindre à l'attaque. Donc, cavalier D2, c'est typiquement un coup d'attaque. Même si on recule une pièce, ça c'est quelque chose d'important. Parfois, pour attaquer, il faut apprendre à jouer des coups qui reculent une pièce. Donc là, on peut imaginer tour B4 pour empêcher cavalier E4, parce que cavalier E4, c'est vraiment une menace assez gravissime. Mais on passe par la case F3, donc cavalier F3. Et là, on a quand même des variantes qui vont suivre qui sont assez sympathiques et très jolies. Si les noirs jouent dame E4, qui est un coup quand même assez tentant, on veut échanger les dames et ramener éventuellement la dame vers l'aile roi. Il y a le très joli tour prend F7. Donc un joli sacrifice. Ouais, vraiment spectaculaire. Ouais. Donc là, il y a deux alternatives. La première, c'est on prend la tour. Donc tour prend F7. Là, on joue dame D8 échec. Tour F8. Dame E7. Menace dame G7 mat. Tour F7. Et là, la colonne D a été libérée pour la tour qui arrive. Tour D8. Tour F8 et dame G7 mat. Ok, que se passe-t-il si les noirs jouent leur idée initiale, c'est-à-dire s'ils échangent les dames? Alors, si on échange les dames, on va faire tour G7 échec, roi H8 et tour prend D3. Et là, c'est tout simplement terminé. Alors, déjà, on a un pion de plus, mais c'est surtout la position du roi noir qui est la plus gravissime. Et la tour va débouler sur la case D7. S'il y a besoin d'en rajouter, il y a le cavalier qui peut aussi venir en G5. Ou en H4 selon les cas, et on voit bien que les noirs vont être complètement impuissants et il est assez clair qu'ils vont se faire mater dans les prochains coups. Ok, est-ce qu'on peut tenter une autre défense comme fou C5 par exemple, en se disant je vais essayer de ramener le fou comme on l'a dit précédemment? Ouais, fou C5 c'est essayer de ramener effectivement des pièces vers l'aile roi, et là il y a plusieurs gains, mais le plus joli, le plus esthétique, c'est le sacrifice de dame, dame prend G6. Donc l'idée étant sur pion prend G6 de faire tour G7 échec, roi H8 et cavalier H4. Donc on l'a évoqué dans la variante précédente. Le cavalier arrive, menace cavalier prend G6 mat. Sur dame E8, pour essayer de contre-sacrifier la dame, on joue tour D7. Et donc ça fait une variante un peu écho de la variante qu'on a vue précédemment, avec l'arrivée des deux tours sur la 7e rangée et le cavalier, donc c'est juste indéfendable, on menace matant de coup. Et sur dame 4, c'est la même chose en fait. C'est la même chose, tour D7, tour FB8, pour essayer de libérer la case F8 pour que le roi puisse fuir. Mais après tour H7, il ne va pas fuir très loin. Roi G8, tour DG7 et tour H8 mat de l'escalier. Ouais, donc de jolies variantes qui montrent que finalement ce qui n'a pas été joué était plus spectaculaire encore que la partie. Là, ce qui est intéressant dans l'exemple que tu viens de nous montrer là de Tibensky avec les blancs, c'est qu'on a bien vu comment dès le début du fragment avec roi H3, E5, F4, il a fait tout le travail préparatoire pour justement couper l'échiquier en deux et permettre à son roi d'arriver jusqu'au bout. Mais ce qu'on a compris aussi, c'est que les noirs ont été particulièrement coopératifs parce qu'ils ont joué G6 alors qu'ils ne l'auraient pas dû. Et derrière, les allers-retours de la tour sur la colonne B, bon,
n'ont pas vraiment mis de bâton dans les roues du plan adverse. Donc, si on devait tirer une conclusion de cette vidéo, c'est de comprendre que le roi peut se permettre de monter à l'attaque, surtout lorsqu'on a repéré que l'adversaire avait des affaiblissements dans sa structure. S'il a mis tous ses pions sur la même couleur, on va essayer d'utiliser la couleur opposée. Mais on peut aussi donner un conseil à celui qui subit ce genre d'attaque. Il faut essayer dans la mesure du possible de choisir une défense active et surtout de penser à la contre-attaque plutôt qu'à la défense. Complètement, effectivement, il faut. De toute façon, ça, c'est une règle générale aux échecs. Oui, en plus. D'essayer de se défendre toujours le plus activement possible. La pire des choses, c'est de ne pas être menaçant et de laisser l'adversaire dérouler son idée. Il faut toujours essayer de contrarier ses plans. Et plus forte raison quand il veut nous mater. Donc, si vous trouvez une solution active, même parfois au prix du matériel, hein, parfois il faut sacrifier quelque chose pour être capable de faire des menaces, n'hésitez pas. Parce qu'il n'y a rien de pire que la passivité et laisser l'adversaire jouer tout seul et nous le regarder gagner la partie. Donc voilà, s'il y a bien une conclusion à tirer des exemples que l'on vient de montrer, c'est oui, c'est joli de monter le roi et de faire des jolis maths comme on l'a vu, mais ça comporte un risque, et ce risque, c'est de faire face à une défense active et basée sur la contre-attaque. Merci Romu pour toutes ces précisions. On espère que cette vidéo vous a plu et que vous penserez désormais à utiliser votre roi en attaque et plus seulement le reste de vos pièces. Attention, il y a quand même une mise en garde face aux possibilités de défense de l'adversaire, mais voilà, c'est une arme en plus qu'on espère vous avoir donnée. Il y aura un deuxième volet à ce thème dans lequel on reviendra sur les possibilités défensives de l'adversaire, mais aussi on verra que ce type d'attaque ne se passe pas que dans les milieux de jeu, ça peut aussi arriver dans les finales. On vous dit donc à très vite sur Échecs et Pédagogie, et merci pour votre fidélité. Au revoir, à bientôt.